JT du Rent Channel. Tout va bien, l'ambiance monte et c'est ici que ça se passe. Regardez au plateau de Rent Channel de magnifiques invités. Quels sont les titres de ce journal? Eh bien, un salon Rent édition 2021, aussi bien physique que digital. La PropTech s'est-elle fait une place dans ce secteur de l'immobilier? Et puis la franchise, quels sont les enjeux désormais pour l'immobilier de demain? Voilà les thèmes que nous allons aborder dans ce journal. Je vous présente mes invités. Comme il se doit, Stéphane Scarella, c'est le patron du Rent. Si ça commence très fort, c'est grâce à lui. Stéphane Scarella, bonjour. Bonjour. Je sais que vous allez parler de votre équipe dans un instant, je vous connais, je vous donne la parole dans un instant. Avec nous également Nathalie Garde, elle est venue de Bordeaux, elle est venue de très loin, elle est enseignante chercheuse à l'Université de Bordeaux et spécialiste du marketing notamment. Nathalie Garde, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être notre invitée. Je me tourne vers la tech, l'innovation, c'est Pierre Leroy, il est patron de la French PropTech et puis président de EP. Accessoirement, Pierre Leroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on est à la mi-journée, Stéphane. On a senti tout de suite un engouement, une attente très forte du public. Quelles sont vos premières impressions? Il y a du monde, tout simplement? Alors, on est à la mi-journée. Je ne m'étais pas rendu compte qu'on était déjà à la mi-journée, pour être honnête. Oui, pour vous donner quelques chiffres, on a passé la barre ce matin à 9h17 des 10 000 participants. Qui viennent donc... Il gagne quelque chose, non, le 10 millième, non Ah non, le 10 millième, on l'a passé, on l'a enjambé, voilà. Plus sérieusement, je pense que c'est un bon démarrage, effectivement, c'est très bien. Très honnêtement, on ne s'attendait pas forcément, ni nous, ni les exposants, à ce que ça démarre comme ça. On est très, très content de voir qu'il y a du monde, les salles de conférences sont pleines et les allées sont pleines. Voilà, on a travaillé pour ça, donc c'est bien pour tout le monde. Et encore une fois, c'est un travail collectif, effectivement. D'abord les contenus des conférences, la Rent Channel, les speakers qui sont là sur scène. Pour moi, c'est un gros levier d'attractivité. Et les visiteurs, les professionnels ont répondu présent, donc c'est très bien. Et ça a l'air de rien, mais enfin, c'est une prouesse technique de faire un salon aussi bien digital que physique. C'était difficile, la pandémie, au plus dur de la crise, mais en même temps, quand on se disait tout digital, on savait où c'était. Là, vous avez 2 terrains de jeu. Comment ça se passe? C'est quand même un sacré défi que vous relevez là. Oui, alors on a traversé 18 mois compliqués qui nous ont aussi permis d'apprendre. Donc on a appris ce que c'était que l'hybridation. Et quand on est sur le business de l'événementiel, de la rencontre entre professionnels, ce qui est notre cas, on considère aujourd'hui qu'il faut utiliser le meilleur des deux mondes. Donc aujourd'hui, on essaye de faire en sorte d'utiliser pendant 2 jours le meilleur des deux mondes. Évidemment qu'on est tous très contents, je pense que ce sera unanime de se retrouver physiquement. On a aussi pour responsabilité de faire en sorte que les gens qui sont là puissent faire du business. Et ça passe aussi par le digital. Donc on essaye de tester des choses. Cette télévision est un nouveau canal. Voilà, c'est un exemple d'hybridation. Mais la finalité de tout ça, la finalité de tout ça, c'est quand même que les exposants qui sont là puissent faire du business pendant 2 jours. Alors, c'est intéressant sur cette journée, il y a beaucoup de speakers d'intervenants intéressants. À noter notamment ce champion paralympique. Là, qu'est-ce que ça veut dire sur les valeurs? Pourquoi ce choix, Stéphane? C'est mon côté d'aller chercher d'autres terrains, sans doute, mais on voulait avec l'équipe... On va parler pendant 2 jours d'immobilier, d'innovation. Il y a 40 conférences, 37 ateliers, très focus métier, etc. Donc ça, on a des castings, je pense, assez exceptionnels de tout ce qui compte de décideurs, d'influenceurs sur les différents marchés immobiliers. L'idée, c'était de faire un pas de côté et de regarder comment on pouvait prendre une inspiration en faisant venir quelqu'un qui soit à la fois un champion hors norme. Voilà, c'est quand on a gagné 23 tournois en Grand Chelem, en tennis en fauteuil, c'est l'équivalent d'un Nadal ou d'un Federer, qu'il côtoie d'ailleurs toute l'année, quand on est 3 fois champion olympique, mais surtout quand on a réinventé sa vie après un accident de moto à 25 ans. Déjà humainement, c'est des valeurs d'exemple qui sont, je pense, inspirantes pour tout le monde. Après, ce qui est très intéressant, c'est que Stéphane, effectivement, comme il le dit très bien, il est parti d'une feuille blanche pour se réinventer. Et donc, il a eu besoin d'énormément d'innovation et il a toujours besoin, toute l'année, de bosser avec des startups pour innover sur sa partie matérielle, fauteuil en l'occurrence, pour être de tout le temps plus performant. Et il l'a très bien illustré dans la conférence où on voit l'évolution de son matériel
dont il dépend complètement pour aller chercher des performances. Donc il y avait un lien évidemment très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une quarantaine de conférences. Si on en cite quelques-unes, quelles thématiques vous incitez ceux qui nous écoutent à vous rendre au Rent et à les suivre? Qu'est-ce qu'on peut leur suggérer en vrac? C'est difficile parce que je vais faire des jaloux si je cite une conférence plutôt qu'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est un point très important pour nous, je dis toujours que Rent, il est fait pour les professionnels, par les professionnels. Ça veut dire que les contenus que vous allez pouvoir écouter pendant 2 jours, toutes les conférences, elles ont été initiées par un comité éditorial qui est constitué d'une dizaine d'acteurs professionnels, des startups, des investisseurs, des patrons, de la promotion, de l'ancien. Et ce comité éditorial construit les contenus. C'est jamais nous qui disons on va parler de ça. C'est les professionnels qui disent tiens, là il y a un sujet à craquer, ça serait intéressant qu'on en parle, et derrière on construit un casting. Donc chacun va pouvoir y trouver ce qu'il a envie d'y trouver en fonction de ses aspirations, de ses problématiques du moment. Voilà. Alors j'ai parlé à ceux qui connaissent le Rennes depuis son origine et ils m'ont dit ce qui est dingue, c'est que le village des startups, c'était tout petit et là ça devient la ville dans la ville. Formidable, c'est un salon vraiment dédié aux startups maintenant. Ah, c'est notre ADN et ce sont nos globules rouges absolus. S'il n'y a pas de start-up sur Rent, il n'y a pas de Rent. Donc l'équation est très simple et elle se résume à une triptyque évidente. Nous, notre job, c'est de sourcer des startups toute l'année. Pierre le fait, on en parlera beaucoup. On le fait sur Rent beaucoup. Sourcer des startups dans tous les territoires pour pouvoir les dénicher, les faire venir sur Rent, leur donner tribune. Il y en a 120 sur 2 villages là pendant 2 jours. Ces startups ont besoin de rencontrer des fonds d'investissement. C'est un moyen pour elles de lever de l'argent nécessaire pour développer leur business. C'est notre rôle aussi. Il y a 95 rendez-vous d'investisseurs qui sont posés là pendant 2 jours dans leur salon dédié. Et puis les startups, elles ont aussi besoin des industriels. Et les industriels, c'est tous ceux qui sont derrière nous, qui ont des stands, les grands réseaux, les plus petits, les boîtes de services, qui ont besoin aussi de délivrer de l'innovation. Et les startups ont besoin de déployer leurs innovations à grande échelle, de manière industrielle. Donc elles ont besoin de ces acteurs-là. Donc la triptyque, je la résume, et c'est ce qui fait l'ADN de Rent. Pierre Leroy, je me tourne vers vous. Quand on écoute Stéphane Scarella, on voit que vous l'avez bien évangélisé, hein, vous qui êtes également le leader de cette French PropTech. Ça vous fait plaisir, ce foisonnement. Effectivement, les entrepreneurs dans l'immobilier, version 3.0, ils sont là. Évidemment, alors on n'a pas évangélisé Stéphane ni le Rent. Je rappelle que le Rent existe depuis bien plus longtemps que French PropTech. 2013. Ouais, et c'est un mouvement, enfin en tout cas c'est un événement aujourd'hui qui est indispensable pour mettre en lumière une filière qui est en train de se structurer. C'est un partenaire clé parce que c'est ça qui va permettre de mettre en lumière effectivement ces startups. Tu disais 120, il y en a quand même quasiment 500-600 on imagine en France et on est en train de s'ouvrir à l'Europe de manière aussi tout à fait intéressante. C'est important pour effectivement faire venir d'abord les acteurs emblématiques qui cherchent à s'engager dans la transformation digitale et qui ont besoin de ces ressources pour le faire. Et puis des investisseurs parce qu'on a besoin d'argent pour passer à l'échelle. Et ça, c'est un vrai challenge parce que le secteur immobilier qui fonctionne beaucoup par projet, le modèle marche pas toujours facilement avec le mindset, comme on dit, des investisseurs qui sont sur des TRI très courts, très court-termistes. Et ces 2 temps longs, ce temps long et ce temps court, fonctionnent pas toujours facilement. Donc il y a du travail encore à faire. C'est vrai parce qu'on parle du digital, hein, comme si ça allait de soi, c'est facile. Non, ça a quand même pas mal bousculé le secteur immobilier. Vous pouvez nous raconter un petit peu ces petits frottements, où est-ce qu'il y a des bonds à franchir, à sauter Moi, je pense qu'effectivement, il y a je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il y a un avant et il y a un après Covid. Avant le Covid, on était parfois dans le startup washing, même si des acteurs avaient quand même engagé finalement les choses pour pouvoir transformer leur modèle. Après, quand le Covid est arrivé, le confinement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus déposer de permis, on ne pouvait plus co-concevoir son projet avec l'architecte, on ne pouvait plus avoir de bulle de vente, on ne pouvait plus faire de visites. En fait, tous les métiers tout ce qu'on est amené à faire en fait, dans notre quotidien en tant qu'acteur de l'immobilier, on ne pouvait plus le faire. Et donc là, la prise de conscience sur la nécessité
de digitaliser les essentiels, elle s'est faite. Et là, je pense on passe dans une phase hyper intéressante où on n'est plus dans la discussion de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est comment on le fait, pour quand on le fait et à quel prix on le fait. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour l'accélération du secteur. C'est vrai, Stéphane, comment l'impact du Covid, bien sûr, ça a été un désastre, mais l'onde de choc, parfois, elle a généré des changements de pratiques, des évolutions intéressantes. Que retenez-vous ? On l'a dit tout à l'heure, c'était vrai pour nous, hein. On a été obligé d'hybrider nos événements. Bon voilà, donc on a appris, on s'est appuyé sur des startups aussi. Et c'est vrai que dans la chaîne de valeur de l'immobilier, la digitalisation par endroits était un peu en retard. On va le dire comme ça pour être sympathique. Et là, ça coince. Donc il a fallu qu'ils accélèrent cette digitalisation. C'est le cas. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros booster. Maintenant, moi je vois il y a trois sortes d'innovation en fait. Il y a l'innovation technologique. Donc tout le monde, depuis 10-12 ans, on voit de l'innovation technologique arriver dans l'immobilier, des visites virtuelles d'abord, puis d'autres choses. Il y a l'innovation d'usage. On ne consomme pas l'immobilier aujourd'hui comme on le consommait il y a 15 ans. Et donc l'usage évolue très vite. Et donc, évidemment, il faut répondre à cet usage. Et donc, il y a des startups qui s'engouffrent avec des idées, des jeunes gens, souvent jeunes, beaux et intelligents, qui apportent une réponse à un usage nouveau. Donc, c'est aussi simple que ça. Et puis, le dernier item que je vois arriver là, c'est quand même l'innovation sociétale. Voilà, donc technologique, d'usage et sociétale. Et donc, c'est formidable parce que je rejoins Pierre, il y a quand même une accélération assez forte. C'est vrai que vous parlez de l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. On a fait un petit micro-trottoir. On doit être capable d'écouter effectivement ce que disent les personnes rencontrées, croisées dans les allées du Rent. Beaucoup de monde, beaucoup d'intérêt. Je vous propose de les écouter sur l'immobilier de demain. L'immobilier de demain, en fait, il est déjà là. L'immobilier, il est déjà en train de se réinventer. Alors, je dirais que malheureusement, la crise sanitaire, elle a été pénible, elle a été douloureuse, mais elle a été une formidable opportunité d'accélérer la digitalisation de ce marché. Donc, l'immobilier de demain, il a démarré hier, en fait, l'immobilier de demain, et aujourd'hui, il est juste en train d'avancer à un pas soutenu, parce que les attentes et les usages des utilisateurs, elles changent, et parce que les besoins des professionnels aussi sont en train de s'adapter. Je pense que la digitalisation, c'est un sujet dont on parle de plus en plus dans le secteur de l'immobilier. On le voit de plus en plus, on voit les entreprises qui sont passées à l'ère du digital. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et dont tous les acteurs de l'immobilier peuvent largement profiter. Il y a plein d'autres secteurs qui sont digitalisés entre-temps, que l'immobilier ne doit pas forcément déroger à cette règle, qu'on a maintenant plein de moyens techniques, que ce soit chez Haussmann, mais d'un point de vue plus général, qu'on peut mettre au service de nos clients, justement pour rendre ça plus simple, plus rapide et moins cher, que ce soit pour les entreprises. Et il n'y a pas de raison que ces moyens digitaux ne soient pas mis au service de la transaction immobilière et au service de nos vendeurs et aussi acquéreurs. Des entreprises jeunes, moins jeunes, on pourrait penser qu'il y a un langage commun qui commence à s'établir dans ce secteur, le digital. Tout le monde va parler cette langue, non ? En tout cas, je pense que la caricature du start-upper en sweat à capuche qui joue au baby-foot en cramant du cash des fonds d'investissement, elle est un peu désuète. D'ailleurs, on voit, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, les start-uppers qui réussissent aux États-Unis, ils ont 45 ans en moyenne. Donc je pense qu'on a passé ce cap-là. Le vrai enjeu... On a le droit de faire du baby-foot à 45 ans, rassurez-moi. Non, mais tout à fait. C'est quand même important. Si c'est sur un Bonzini, ouais, uniquement. Bon, on se fait une partie après. Non, mais c'est effectivement en fait, c'est comment on crée des passerelles, des sas d'accélération. On a quand même beaucoup de startups en France qui sont sur des modèles d'affaires B2B. Donc c'est essentiel de travailler avec les acteurs emblématiques. Eux, ils ont besoin de se transformer. Nous, on a besoin de développer nos entreprises et d'ouvrir des marchés. Donc l'alliance, elle est inéluctable. Et puis, quand même, quand on parle d'immobilier, on parle de Pierre, on parle de concret. C'est bien beau de parler du digital, d'innovation. Concrètement, quelles évolutions, quelles tendances lourdes voyez-vous, Pierre Leroy, vous qui êtes vraiment à l'affût du secteur, des dernières technologies ? Les trois grands défis qu'on a identifiés et qui sont à relever selon nous après cette étape du confinement, il y a un vrai sujet sur la partie amont des PropTech, ce qu'on va appeler la ConstructTech, la ConTech, c'est-à-dire vraiment
comment délivrer plus rapidement des logements avec un coût carbone moindre et avec une optimisation énergétique maximale. Et là, donc c'est la notion de chantier qui est clé. C'est un des sujets aujourd'hui dont on parle avec le REN, c'est comment on peut amener toute cette filière amont parce que le REN avait un positionnement assez de transaction départ qui est en train de s'ouvrir. Et donc c'est comment on peut effectivement élargir le scope. Et ce sujet de décloisonnement entre des acteurs de la construction et de la transaction est essentiel pour pouvoir faire du logement plus rapidement, plus qualitatif, mais pas que du logement, mais ça reste un point essentiel. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, ça va plutôt être la dimension espace plus confortable et mieux valorisé. On voit bien qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver dans la gestion locative avec un goût prononcé des Français pour la pierre papier. Donc les gens vont investir dans l'immobilier et à partir de là, avoir des services qui me permettent de sourcer les bons investissements, de bien les gérer. Et là, on voit qu'il y a énormément de startups qui sont en train d'émerger de manière intéressante. Il y a vraiment des choses à faire. Et puis le dernier point, c'est sur l'optimisation des surfaces. On voit bien que la vacance, c'est un sujet qui est clé. On n'a plus beaucoup de terrain. Enfin, on va vers le zéro artificialisation. Donc, il va falloir identifier les bonnes surfaces au bon endroit. Donc, tout ce qui va permettre de développer des modèles un peu à la Blablacar, c'est-à-dire indexer des places vacantes pour pouvoir optimiser les transports. Je pense qu'il y a des choses tout à fait intéressantes qui vont émerger et qui émergent déjà sur le sujet des PropTech. Stéphane Scarella, vous partagez ce diagnostic ? Oui, c'est ça. Oui, non, mais il a raison. On essaye, nous, sur Rent, d'ouvrir les chakras et d'aller sur ces effectivement, terrains de jeu-là. On va voir ce que ça donne. Mais encore une fois, la chaîne de valeur de l'immobilier, elle est très, très, très large. Et c'est ce qui fait aussi l'attractivité. C'est quand on parle d'immobilier, on peut être en amont, pendant, en aval, on l'a dit, dans le neuf, dans l'ancien, dans la recherche foncière, etc. C'est ça qui est formidable. Alors, je me tourne vers Nathalie Garde. C'est pas du tout que je voulais vous mettre en dernier, mais le sujet est un petit peu différent. Les franchises, domaine et sujet à part entière. Bon, le nombre de mandataires immobiliers a quadruplé entre 2015 et 2020. Vous nous dites, vous êtes, je le rappelle, enseignant, chercheur ou chercheuse à l'université de Bordeaux, qu'il y a en ce moment des grandes ruptures. Quels sont les enjeux de la franchise ? Ça fait partie des innovations aussi. Oui, alors donc on est dans un environnement qui est en train de bouger très vite. Donc ça a été dit à travers les interviews, effectivement, une accélération de la transformation digitale. Donc déjà, ça c'est un premier point. Mais l'épisode Covid a aussi changé les attentes des clients, des consommateurs. On a vu, vous le dites, effectivement, la montée en puissance des mandataires. Et puis aussi l'apparition de nouveaux modèles d'intermédiation. Et tout ça, forcément, ça réinterroge le business model des franchises. Parce que comment on va pouvoir avoir une certaine plasticité. Donc dans les enjeux, le premier, ça va être peut-être l'enjeu de la valeur. On voit bien la montée des mandataires, elle peut s'expliquer par plein de choses, mais peut-être aussi il y a une question de valeur perçue, donc de tarification. Après, on va avoir aussi la question du point de vente physique. Est-ce que vraiment le client a besoin d'un point de vente physique ? Pourquoi ? Quelle est sa finalité ? Peut-être derrière, il y a la notion d'expérience, ou peut-être le point de vente physique, ça peut être aussi quelque chose qui est pour le collaborateur, pour sa formation, etc. Et puis, on parle de transformation digitale, donc de digitalisation de plus en plus importante. Et derrière, se pose, à mon sens, à l'avenir, dans les crises qui pourraient se poser, c'est les enjeux de cybersécurité. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours pointé, mais il va falloir peut-être être sensible là-dessus parce que si demain il y a des attaques, est-ce qu'on fait des fichiers, des données, etc. Donc voilà, c'est surtout ça que je vois. Puis après, bien sûr, un gros enjeu sur la marque immobilière parce que finalement, alors à la fois la marque employeur, pour attirer les talents. On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, les agents immobiliers, pour être responsables de la licence métier immobilier, je suis quand même pas mal sollicitée. Il y a un problème pour attirer les bons profils, déjà, les conserver. Et puis aussi la marque en soi, c'est-à-dire que si on a un problème de valeur perçue, on veut bien... Parce que pour moi, quand même, il y a une question de déconnexion de la valeur ajoutée du service par rapport à sa tarification. Et on est prêt à payer plus cher, pas forcément la valeur, si vraiment, il y a d'autres éléments. Quand on achète un Mac ou qu'on achète une Nike, c'est pas forcément la valeur en soi, c'est aussi toute la valeur de perçue de la marque qui apporte quelque chose au consommateur. Donc là aussi, je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus.
C'est très dense ce que vous dites. Je voudrais revenir sur un point particulier, la cybersécurité. C'est vrai que de plus en plus, les données sont déjà le nerf de la guerre. Stéphane Scarella, est-ce que ce pôle-là, il n'y a pas une filière cybersécurité qui va prendre de la place dans le secteur et au salon également à l'avenir? C'est fort probable et c'est un vrai sujet. On a tous eu des expériences de failles, de problèmes avec notre hébergeur, de problèmes avec nos datas. Voilà, donc plus effectivement ce sujet de data, de partage de données, etc. Mais la digitalisation va avec tout ça. S'il n'y a pas des règles, d'une part, et s'il n'y a pas de quoi protéger ces règles-là, forcément, ça va pas bien se passer. Donc la cybersécurité, c'est un vrai sujet. Et on voit d'ailleurs dans certains pays, et notamment en Asie, où c'est déjà, et même en Israël par exemple, où c'est déjà des sujets qui passent avant le reste. D'abord on protège, après on développe. Donc on y va tout droit. Les startups derrière vous, Pierre Leroy, effectivement, elles se saisissent de ce sujet. On sait qu'elles sont très intéressées aux usages, comment faciliter l'expérience client. Est-ce que cette protection des données, c'est quelque chose que les jeunes, les entrepreneurs ont en tête ? Je pense qu'il y a des niveaux de maturité différents en fonction des entreprises. Au départ, on est souvent dans une logique effectivement d'aller tester le marché, de travailler avec des solutions pour aller rapidement tester, avoir ce feedback. Et puis après, on construit, on consolide, effectivement, et on évite au maximum ce qu'on dit de créer de la dette technologique. Donc c'est un sujet dont on a conscience, évidemment, mais à partir du moment où on travaille avec des opérateurs clés sur le marché, on n'a pas d'autre choix en fait. C'est-à-dire qu'on doit être un partenaire absolument aguerri sur le sujet et ça coûte de l'argent et la valeur n'est pas toujours perçue. Et ça, c'est un des enjeux, c'est que ces startups arrivent aussi à valoriser ce savoir-faire. Nathalie Garde, vous avez employé un terme important, un modèle résilient après la pandémie. On n'en est pas, hélas, complètement sorti. On peut parler de différents modèles, on peut se faire plaisir à tester des choses, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait effectivement une résilience du modèle. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui est le plus... Pourquoi la franchise ou les réseaux en général? Parce qu'il y a le modèle coopératif qui est pour moi sur le même modèle. Ils ont été résilients déjà parce que déjà ils étaient digitalisés par rapport aux agents traditionnels, indépendants. Alors je ne dis pas que tous les agents traditionnels, indépendants ne sont pas digitalisés, mais ça c'est une grande force. Et puis ils ont une équipe derrière quand même pour avoir mis en place des process. Donc ça c'était un premier point. Mais quand même à l'avenir, demain, dans leur stratégie de développement, si je parle de marque, et même un gros enjeu aussi, c'est finalement les valeurs de la marque, la raison d'être. On voit bien cette attente d'utilité sociale de la part des consommateurs. C'est se dire si je veux développer une culture d'entreprise et faire transpirer mes valeurs au niveau de tous les franchisés, peut-être la stratégie de développement elle doit être moins quantitative et plus qualitative en augmentant la taille de l'agence qui permettra de faire peut-être du multiservice, de se connecter et de collaborer aussi avec plus de start-up, de la PropTech. Et là, voilà, ça peut interroger ça aussi. Alors on parle de modèle, parlons de prix aussi, les market centers là, qui prennent de l'ampleur. Quel impact sur la tarification? Alors les market centers, Keller Williams ou Chemex, finalement eux ils sont sur un modèle de tarification qui est assez similaire. C'est leur modèle en soi qui est vraiment porté sur la formation. Les réseaux de mandataires sont un petit peu différents par rapport à ça. Après, on est toujours sur une question de valeur perçue parce que finalement, ce qu'on veut, c'est vendre ou acheter. Et en soi, c'est compliqué de voir la différence par rapport à ça. Alors, la force peut-être des market centers, c'est, à mon sens, cette possibilité de carrière qui est offerte aux collaborateurs, qui n'est pas permise dans le réseau de franchise. C'est-à-dire, vous êtes agent immobilier, peut-être vous devenez directeur d'agence, puis peut-être vous avez plusieurs agences, mais à un moment, c'est limité. Là, effectivement, Market Center, ça regroupe à peu près 50, voire plus de personnes. Et on peut effectivement commencer conseiller, puis être responsable d'une team, et puis après d'un Market Center, et avoir vraiment ce côté chef d'entreprise. Donc ça peut être, en termes d'attractivité, ça peut être intéressant. Stéphane Scarella, vous êtes un grand professionnel de l'immobilier. La franchise, quelle est votre lecture de l'évolution? Ça fait clairement partie de l'immobilier de demain, comme ça l'est aujourd'hui? Il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. Donc il n'y a pas un modèle immobilier, il n'y a pas non plus un modèle pour distribuer l'immobilier. Voilà, il y a des modèles pour distribuer l'immobilier. Je crois qu'il y a une très jolie conf cet après-midi sur le sujet
si je ne dis pas de bêtises, Nathalie. Oui, effectivement. Donc je vous encourage à la regarder sur la chaîne ou si vous êtes sur place à aller l'écouter. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des modèles pour distribuer l'immobilier. Les mandataires, les agences traditionnelles, les grandes franchises. Voilà, donc chacun a des atouts, chacun propose des choses un petit peu différentes. Je pense que ça se joue beaucoup sur le service, comme le dit Nathalie. Je ne suis pas certain que le facteur prix soit, in fine, le plus déterminant. Je pense que chacun met le curseur où il le souhaite par rapport à la valeur qu'il estime devoir payer, mis en perspective avec une notion de service. Mais ça, c'est vrai pas que dans l'immobilier, hein, c'est vrai partout. Et il y a d'autres secteurs d'activité qui ont montré cette mutation de distribution. Donc là, on va écouter ça cet après-midi, mais oui, je rejoins exactement ce qu'a dit Nathalie. Pierre Leroy, un petit mot de conclusion pour terminer ce journal ? Non, mais je partage. Je pense qu'effectivement, le modèle des grandes plateformes américaines qui vont tout disrupter, on les attend encore. On a vu que toutes les initiatives qui avaient été faites par Google à Toronto avec Sidewalk Labs se sont arrêtées, que des opérateurs comme de construction modulaire qui avaient levé plusieurs milliards se sont arrêtés aussi. Donc en fait, on voit que ce modèle de disruption par la digitalisation, ça semble fort peu probable. En revanche, effectivement, des modèles plutôt à la Doctolib, c'est-à-dire digitaliser des acteurs qui sont ancrés localement, qui font la relation en fait au quotidien, parce que l'immobilier, ça reste quand même la seconde valeur refuge derrière la famille, notamment sur la partie habitat. Et donc, on a besoin de cette projection relationnelle, d'avoir quelqu'un en face. Si cette personne, elle peut simplement nous améliorer l'expérience, nous faire gagner du temps, faire en sorte que les choses soient sécurisantes, je pense que tout le monde aura gagné son pari. C'est tout l'enjeu en fait d'événements comme le Rent, c'est de réussir à réunir ces deux mondes. C'est vrai que le modèle d'Allo Docteur, très inspirant. Mais ici, ça se passe bien. Personne n'est malade en plus. Une ambiance folle sur ce salon du Rennes. Il me reste à remercier mes invités. Pierre Leroy, patron de la French PropTech et président d'EP. Nathalie Garde, enseignante, chercheuse à l'Université de Bordeaux. Grande spécialiste sur la franchise notamment. Et puis, bien sûr, Stéphane Scarella, sans qui rien ne se serait passé aujourd'hui. Il est patron du Rennes et il est très content parce que le seuil des 10 000 visiteurs a été franchi. Merci de nous avoir suivis. Merci à beaucoup. vous. Merci.